Bah, ça pose beaucoup de questions en fait finalement toutes ces images. Notre propos finalement c'est aussi en tant que spectateur, c'est de questionner les images, notre regard et qui forment notre relation à ces images parce que c'est amusant car moi c'est quelque chose qui me touche énormément, dans lequel j'ai été impliqué là-dedans. En introduisant cette séance, je parlais d'Henri Langlois, c'est ça aussi, c'est quelqu'un qui très tôt dans sa vie voyait les films partir et avait ce sentiment, cette sensation que quelque chose partait, qu'on allait perdre quelque chose à tout jamais et qu'il fallait se battre, surtout à une époque où le cinéma n'était pas encore considéré comme ce qu'il est aujourd'hui. Donc moi je pense toujours et j'estime comme un devoir moral, justement, dans ce que fait Mira, comme le font aussi les cinémathèques du monde entier, de faire avancer les choses, de faire avancer cette mémoire, puis d'autant plus justement dans ce cinéma assez marginal qu'est le cinéma amateur, quoi, parce que c'est le cinéma des autres, c'est le cinéma des vacances au Crotoy, des vacances au Mont Blanc, que sais-je encore. Enfin voilà, c'est des petites idées. Enfin, Christiane, de pas que vous aviez... Je trouve qu'on peut questionner simplement là, à revoir ces images, la question quand même de la qualité. Oui. Alors bon, c'est une entrée, hein, c'est une entrée comme une autre. Hein. Oui. Mais la question, ce sont des images filmées de manière unique, donc, Oui. Et on voit, ce qui est intéressant dans ce medley, c'est de voir différents cinéastes, comme le disait Odile, certains on les sent avoir un souci du cadre, avoir un souci vraiment de cadrer un événement, par exemple, et d'autres vraiment pas du tout. Je veux dire, et c'est ça la richesse de ces fonds-là, finalement. Absolument, comme ça, on va dire, vous devriez faire du cinéma, mais je n'ai pas de formation pour rétorquer, raison de plus. Parce que finalement, quand on questionne simplement l'origine des mots avec l'étymologie d'amateur, qui vient du latin amator, et ça veut juste dire celui qui aime. Et c'est ça aussi, quand on voit ces gens qui filment leur famille, qui filment je sais pas moi, leurs concierges avec qui ils ont quelques belles phrases tous les matins, c'est ça aussi, c'est quand on pense par exemple plus largement avec l'histoire de la photographie, mais aussi finalement avec la démocratisation des caméras, le Super 8 et tous ces moyens techniques, c'est que justement, dans le passé, c'était l'apanage des plus puissants et des mieux lotis que d'avoir leur image préservée par l'histoire. Et quand la photographie est arrivée, non, maintenant, on pouvait prendre les photos, les images de ceux qu'on aimait. Et puis maintenant, avec cet apport-là, avec le cinéma, c'est d'avoir en plus des images qui bougent, de les capter un peu, finalement, de faire une espèce de pied de nez à la mort. C'est les prendre pas seulement, c'est pas comme mettre des papillons dans du chloroforme, c'est aussi les capter dans leur manière quand vous voyez ces petites filles qui caressent un chat, un regard, un sourire, un air de tendresse, la façon de se gratter le nez ou de fumer une cigarette. Il y a toutes ces petites choses finalement qui concourent à faire que ce quelqu'un, c'est vraiment celui qu'on connaît, celui qu'on aime en fait. Et par rapport justement au format justement, quelles sont par exemple les contraintes que vous pouvez rencontrer par exemple vis-à-vis des négatifs, parce que c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est des artefacts, ce sont des pièces uniques, il y a souvent très peu de doubles. Donc Amira, comment vous faites par exemple? Il n'y en a pas du tout des doubles, hein. C'est vraiment des pièces uniques. Oui. Et là par exemple dans les fonds qu'on a rentrés, il y en a qui sont conservés remarquablement. Là on a un fond qui est rentré de 92 bobines 35 mm et 8 mm qui sont dans un état parfait. Et puis on a rentré d'autres tout récemment, là, samedi dernier, enfin le 6, qui sont complètement secs, donc il faut prévoir un traitement avant de pouvoir les projeter et ensuite les numériser. Il y a vraiment une attention particulière à apporter à ce support parce que ce sont des exemplaires, à la fois le cinéma amateur, c'est la première production mondiale, et en même temps c'est la production la plus fragile parce qu'elle est en exemplaire unique. Et je voudrais dire par rapport à, pour continuer ce que tu disais Mathias, oui. que Langlois avait collecté des films d'une façon complètement compulsive pendant des années alors que les gens jetaient ça à la poubelle parce qu'ils ne voyaient pas l'utilité de ça.
Eh bien, et alors que le cinéma était alors, comme tu l'as dit, quelque chose qui pouvait être assez méprisé. Et maintenant, si vous voulez, on arrive à l'époque où le cinéma amateur, qui lui a été doublement méprisé, c'était du cinéma, mais en plus c'était amateur, donc c'était vraiment quelque chose de négligeable pour les historiens, parce que si on regarde l'histoire du cinéma, on a commencé à faire l'histoire du cinéma d'auteur, de la cinéphilie, et ensuite seulement on s'est penché sur le cinéma comme document pour une meilleure connaissance de l'humanité, du passé de l'humanité. Et donc maintenant, on commence vraiment à avoir quelque chose qui est un mouvement de collecte de ces films amateurs. Mais c'est vraiment extrêmement important. Et le problème, c'est que maintenant, il y a de plus en plus d'historiens qui y sont sensibles. Et le problème, c'est qu'il faut sensibiliser tout le monde au niveau des citoyens, parce que c'est eux qui ont ça. Et donc, il y a un énorme travail. Et vous, si vous pouvez vous faire les relais pour dire que, mais non, les films amateurs ne sont pas négligeables. Ils sont des documents précieux. Et vraiment, vous pouvez les confier et on vous dira, on pourra ensuite vous en donner des copies que vous pourrez partager en famille, parce que c'est en plus quelque chose d'extraordinaire. On a eu ça à la journée du patrimoine, une dame qui est venue, qui nous a dit ouais, bon, ça n'intéressait pas du tout mes enfants, et puis maintenant qu'on peut leur donner sur une clé USB, alors là ça devient partageable, on peut les commenter, on peut créer de la vie à côté de ça. Moi, c'est sûr que vie et mort, grâce évidemment, les gros c'est Thanatos. Ouais, c'est vrai, avec ce que tu dis, Odile, c'est ça en fait. Quand on pense par exemple aux origines du cinéma, chez nous évidemment les Frères Lumière, quand on voit ça aussi, ce qui est intéressant quand on revoit des vues Lumière aujourd'hui, donc ce petit film d'à peine 50 secondes, c'est intéressant quand on voit une rue par exemple. Et là, on a le même principe quand on a vu là, ce chariot comme ça, avec ce petit geste comme ça, qui aujourd'hui a complètement disparu, on ne sait même plus ce que ça signifie presque, et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir ça comme document, parce qu'aujourd'hui c'est sûr que si on sort avec une caméra, et puis comme on ça le lendemain, ça ne va pas avoir une très grande pertinence, hein, mais justement, un siècle, 2 siècles après, il y a peut-être des gens qui justement voudront savoir comment nous on vivait, c'était comment en 2018, en 2019, etc. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir par exemple, je vois des vues lumière extrêmement intéressantes dans lesquelles on voit la rue avec un chariot de pierre qui sort de chez un tailleur, et c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit que tous les gens ont des chapeaux. Ils ont tous un couvre-chef, et le rang social se déterminait à partir du couvre-chef. Quasiment personne n'a nu-tête. Donc ça aussi, ce sont des petits détails, des petites choses qui concourent justement à pouvoir faire ce qu'on appellerait un peu l'air du temps. On pourrait le définir de cette manière-là. Et aussi, ils ont filmé le quotidien, le repas de bébé des Frères Lumière. Oui. Et ça, nous qui avons tous des smartphones pour faire des films, il faut qu'on pense à vraiment filmer quand il ne se passe rien. C'est ça qui est intéressant. Exactement. Parce il y a une scène d'ailleurs qui montre une sorte d'usine ou de chantier, oui. Je vais passer Port du Rhin, ça peut faire un peu penser à Lumière dans l'idée. Exactement. Mais aussi par rapport justement à ce qui est de l'ordre de la transmission, et justement ça aussi je suis extrêmement sensible parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'au siècle du tout numérique, on peut dupliquer à l'infini, on oublie toujours la source en fait. Finalement j'ai énormément de problèmes avec ça quand j'en parle à mes chers contemporains. C'est toujours d'être de plus en plus indulgent, mais la chose est dure. Et par exemple, c'est quand les gens, on voit toujours les films. Par exemple, on voit des films à la télé, on a l'impression qu'ils ont toujours été là, qu'ils seront toujours là. Et il y a un monsieur en France, qui est un très grand monsieur, qui s'appelle Serge Bromberg, et qui justement, j'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois pendant 2 jours, et c'est extrêmement intéressant, parce qu'il résonne exactement ce que tu disais, Odile, c'est qu'il disait, dans notre profession, notre pire ennemi, ce sont les éboueurs. Parce que justement, des familles, des petits-enfants vont se débarrasser des affaires de grand-papy, grand-mamie, et justement, c'était vieillerie, on jette tout ça. Et c'est vrai qu'il dit des fois, les gens ne savent pas, et ils jettent des fois des trésors, par exemple, la dernière copie d'un film d'Hitchcock, ou d'un Wells inédit, ne sait-on jamais, et ça part à la poubelle. Et c'est vrai que là-dessus, c'est extrêmement difficile de sensibiliser les gens, parce que par exemple, on leur dit par exemple,
Une étudiante parlait de VHS, de films d'animation tchécoslovaque qu'elle regardait dans son enfance, et elle disait oui, non mais c'est ça, moi je numérise la bobine. Je dis oui, mais toi c'est une image du film que tu as. La source vraie de ce que tu vois, c'est un négatif. Et s'il n'y a plus le négatif, s'il disparaît ou s'il est trop abîmé, la source disparaît. Et c'est ça en fait à quoi on est confronté aujourd'hui, c'est d'essayer de toujours faire en fait le lien entre ce qu'on voit et d'où ça vient. Parce que justement, aujourd'hui, c'est la question que se pose depuis plus de 15 ans toutes les cinémathèques du monde entier, c'est qu'est-ce qu'on fait de la production cinématographique mondiale de ces 15 dernières années? Car ce ne sont que des disques durs, et une image numérique, elle ne se restaure pas. Ce ne sont que des 0 et des 1, et la pellicule, ce sont des selles d'argent dans de la gélatine qui captent la lumière et qui impriment quelque chose. D'ailleurs, c'est vrai que par exemple, là, pendant la projection, ce passage très poétique, très cinéma expérimental, on se croirait un peu chez Jean Epstein, la chute de la maison Usher, ou ce genre de choses. Et c'est aussi intéressant, c'est de voir le format organique en fait, qu'on voit par exemple. On voit par exemple les travaux des lettristes dans les années 40 et 50 avec des films comme Le Traité de Bave et d'Éternité, où on gratte à même la pellicule, on cisèle l'image, on joue vraiment avec ça, et on peut en tirer justement des effets plastiques et aussi l'œuvre que fait le temps sur ces pellicules. Par exemple, il y en a quelques-unes, on voit des fois, je ne sais plus exactement quel nom ça porte comme type de pellicule, mais qui se délavent, les films deviennent roses au fur et à mesure, des fois il y en a qui virent au rose, qui virent au bleu. Donc c'est aussi intéressant des fois de pouvoir sensibiliser les publics dans les cadres de restauration. Il y a même en France une plateforme qui s'appelle Celluloid Angels, qui est justement une plateforme de financement participatif à la restauration de films de patrimoine, par exemple. En ce moment, c'est le Baron de l'Écluse de Jean Delannoy avec Jean Gabin qui se fait restaurer. Donc, voilà. Et dans ces films, disons, appelons-les familiaux, c'est peut-être un peu réduit. C'est avant les gens qui filmaient, c'est avant un désir d'éternité, ils veulent continuer à exister, et de famille. C'est-à-dire que ces films, ils les font pour survivre dans leur famille, mais pas forcément pour les communiquer à un public plus large. Est-ce que Mira rencontre ce genre de choses, de gens qui peut-être vont dire bon ben oui, on a des films, on n'a pas envie de les montrer, ou alors vous rencontrez pas ces gens parce qu'ils viennent pas à vous, quoi. Il faut savoir créer des relations. Je veux dire, est-ce que vous pensez que sur un film que vous recevez, il y a 3000 films qui restent dans les tiroirs? On a un argument de choc quand même, c'est qu'on donne une copie numérisée aux gens qui nous confient leurs images. Et d'autre part, on signe avec eux des cessions de droits. Donc c'est sûr que nous, on vit donc pour 4/5e avec des subventions qui finalement viennent du contribuable. Donc on ne va pas se mettre à numériser pour rien, pour le plaisir des gens, pour ruiner les gens dont le métier c'est de numériser. Par contre, il faut donc qu'on puisse le restituer au public. Alors donc, ils nous cèdent les droits d'utilisation. Et par contre, on peut très bien comprendre que tel film, ben non, je veux pas, cette séquence, je veux pas, etc. Donc tout ça se crée dans une relation de confiance avec la personne qui cède ses images. C'est quelque chose de très intime, de très profond, de très délicat, et il n'est pas question d'arracher le droit de faire n'importe quoi aux gens qui nous font confiance. C'est très important, tu as raison. C'est donner des images que tu as. C'est vrai qu'on achète une caméra en général maintenant on change de téléphone, mais on achetait une caméra à la naissance du premier enfant. Oui. Bon, et en général, quand il devient ado, l'enfant il dit maintenant ras-le-bol, je ne veux plus être. Et il se trouve, c'est intéressant dans l'histoire du cinéma, il se trouve qu'au moment où l'enfant devient adolescent, il y a un autre format en général qui apparaît. Donc comme ça, le gars qui filme, il est obligé d'arrêter parce que son fils lui fait la tronche, et d'autre part parce que de toute façon, son matériel commence à être caduc. Mais néanmoins, ces films de famille, tu as raison, c'est vraiment quelque chose avec qui il faut faire attention et montrer de la subtilité, de la délicatesse. Oui. Et donc quand vous prêtez des images de ces films que vous avez pour, je sais pas, pour l'armée ou n'importe quoi, est-ce
Est-ce que vous êtes chaque fois obligé d'aller vers la personne qui les a cédés en disant est-ce que Si vous nous êtes l'en OK demandez, pour- absolument. Ou alors des fois, en général, on dit aux gens, voilà, on va utiliser ça pour tel et tel projet. Et puis, s'il y a des gens qui demandent expressément vraiment de préciser à fond l'utilisation, on le fait. Ou alors les gens disent, ils nous font confiance, il ne faut pas s'imaginer qu'on vend une demi-heure d'image. En général, c'est Oui, bien sûr. si on vend 2 minutes d'image, on est déjà très content. C'est un gros travail parce qu'on va sélectionner les gens qui nous disent bon ben voilà, on veut faire un film sur Simone Weil, prenons, puisqu'on a vendu des images. Est-ce que vous auriez des images de Nice dans les années 30, puisque c'est là qu'elle a vécu enfant. Et on dit oui, on a d'excellentes images, 16 mm. Voilà. Donc on va leur envoyer, mettons, 10 minutes d'images. Là-dedans, ils vont dire on veut ça va faire en tout 1 minute. Et on leur vend leur minute. Voilà. Donc il y a un gros travail avec l'acheteur pour avoir qu'il sélectionne. Ma question c'est un peu, excusez-moi, est-ce qu'il y a des droits d'auteur? Est-ce que la personne qui a filmé ou ses ayants droit peuvent dire ah ben vous avez vendu ça pour un film parce qu'il y a Nice, etc. 3 minutes, vous avez tout à fait normalement été rémunéré pour ça, vous m'ira. Est-ce que l'auteur originel garde des droits d'auteur? Tu veux dire qu'on C'est-à-dire vous le repayez sur des droits d'auteur? Non, pour l'instant non. D'accord. Parce qu'on n'arrive pas. On est déjà 2 Je bénévoles. ne donne pas mes films. Et on est 2 bénévoles et on ne veut pas vendre notre appartement pour donner davantage. Mais voilà, il y a des cinématiques qui le font. Mais peu quand même, en général. De moins en moins. Ouais. Cela dit, sur la question du droit, je crois que c'était ça ta question, Gilles. La question c'était si quelque chose. C'était ça, parce que sinon la propriété des films reste au propriétaire, hein, on est bien d'accord. Tu comprends ça? Mais tu peux la copier, tu peux la donner elle peut servir ailleurs sans que l'auteur. Tu dis les droits restent à. Non, je veux dire, c'est que l'ayant droit reste, alors je sais pas le terme, dit que tu me regardes, c'est pas le terme qu'il faut, hein. Les bobines restent la propriété. Ah, s'ils veulent. La bobine originelle. Ça, c'est. Ah non, la tout bobine se originelle, négocie. c'est vous qui l'avez. Non, pas forcément. Ah, je croyais qu'il avait un truc pour mettre dans son. Ah, mais il peut avoir et le DVD et l'original. Voilà. L'essentiel, c'est que par contre, il s'engage à ne pas vendre des images, parce que nous, on a payé la numérisation, il ne va pas avoir les images numérisées et les vendre à notre place. Oui, bien sûr. Et vous vous attendiez, là, les personnes qui sont là, vous connaissez, à voir ce genre d'image, ce genre d'usage, j'imagine, hein? Oui, bien sûr. Rien vous a étonné? Il y a monsieur dans le fond. Moi, je m'attendais à voir un film. Comme le précisait madame. Attendez, il y a deux personnes. Oui, madame, Monsieur demandait depuis tout à l'heure. Comme l'a précisé madame, moi j'ai acheté une caméra il y a 30 ans, fin des années 80, à la naissance de mon premier fils. À ce moment-là, j'étais aux États-Unis, donc j'ai acheté une caméra VHS NTSC, le format américain. Et après je suis revenu en France. J'ai toujours un magnétoscope Valsecam NTSC, donc je peux encore les lire, je peux encore un truc de salon, je peux encore les transférer sur DVD. Mais bon, les cassettes VHS originales, je pourrais vous les céder. Donc il y a des images des États-Unis, Strasbourg, Saint-Dié, parce que j'ai résidé un certain temps. Et puis bon, en grande partie, c'est des images de bébés. Mais bon, il y a aussi des images de paysages, du côté du port du Rhin, donc que ce soit construit, tout ça, j'ai dû en faire. Si vous pouvez me laisser les coordonnées de la personne à contacter. Oui, ben on va vous inonder de documentation. Vous savez qu'on n'est pas droit de sortir avant d'avoir pris la note et laissé des films. On n'avait pas dit ça peut-être. Madame, vous disiez. Oui, non, c'était juste une petite remarque. J'avais lu le programme et je m'attendais à un produit fini, à un film. Un film entier. Mais en fait, c'était tout à fait intéressant de voir comment le processus se déroule à partir du moment où vous collectez le film et tout ce que vous en faites. Mais je me demandais un petit peu, ça vous intéresse jusqu'à quand? Je vois à peu près le début, 1870, on a à peu près commencé par là, mais après les années 1970, est-ce que vous êtes intéressé? Jusqu'à quand?
on va dire que ce sont les pellicules les plus fragiles, donc on va dire jusqu'à l'arrivée de la vidéo, grosso modo, années 80-90. Mais c'est support, hein. Par rapport au support. Oui, c'est Pour ça. l'instant, tout ce qui est sur pellicule, on prend. Oui, d'accord, je comprends. Mais c'est vrai qu'on devrait aussi Bah oui, maintenant après, collecter des images. Bien sûr, et puis du téléphone portable après, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Mais c'est ce qui est plus on se centre sur le plus support fragile. fragile. Oui, je comprends. Et comme le disait Mathias, c'est vrai aussi que c'est le support le plus fiable pour l'instant, pour toutes les reproductions, la pellicule. C'est vrai que par exemple, justement, maintenant, au début c'était du nitrate de cellulose qui était extrêmement inflammable. Donc en somme, si vous aviez une pellicule dans votre voiture au plein mois de juillet, je pense que vous pouvez appeler tout de suite le concessionnaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'évolution qu'il y a eu dans les années 50, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu des pellicules qui ont été faites après en acétate, et qui est justement, s'il y a les bonnes normes micrométriques, selon les études qui ont été faites sur ce cas-là, ça peut avoir une durée de chimique d'1 millénaire à peu près, si ça se tient bien, quoi. Mais c'est vrai que c'est un sujet. Voilà, ce sera peut-être pour les petits martiens, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est intéressant justement cette question-là de déjà la durabilité, la pérennité du support, et puis de deux, justement, aussi ce que disait madame, c'est par rapport aussi, c'est qu'est-ce qu'on choisit par rapport à ça, parce que tout sauvegarder, justement, là, la question qui se pose avec le numérique, avec justement, c'est une base de données qui sont absolument plus à échelle humaine. Mais il y a autre chose qui me faisait résonner dans votre propos, madame, c'était justement c'est celle du matériau brut, par rapport à l'objet fini et l'objet brut, voir des rushs, c'est-à-dire toutes ces petites imperfections, parce que le cinéma amateur, c'est ça aussi, quand on voit aussi ce monsieur avec les pellicules de Pathé Baby, comme ça, qui dit, bon, il était peut-être pas vraiment très expert dans le cinéma, mais ça a plu quand même à mes enfants, mes petits-enfants, ils ont vu leur... c'est ça aussi qui est intéressant, parce qu'on voit justement un peu on voit les ficelles, des fois on se filme à un moment donné en reflet, alors qu'on se voit tenir la caméra, et ce qui est intéressant, ça me rappelait toujours justement une idée du peintre surréaliste Max Ernst, quand il parlait par rapport aux films professionnels finalement, pour notre cas, et puis des films amateurs. Et là, justement, c'était à propos des œuvres qui étaient faites à la main et à propos des œuvres qui étaient faites à l'usine. Et il disait toujours, j'ai toujours préféré les œuvres faites à la main plutôt que celles qui sortent de l'usine, parce que celles qui sortent de l'usine sont sans défaut. Donc il y a ça aussi dans les petites imperfections, les petites maladresses, mais qui finalement, après coup, peuvent être des fois très touchantes, parce qu'on a dit, on fait tomber quelque chose par terre, on dit « Ah, sapristi !» et tout, et puis après, on sourit, on rigole, donc on n'est pas indifférent face à ce qu'on voit. Et c'est ça qui est intéressant. Et surtout, en plus, des fois, ce qui est intéressant, c'est, à propos des films de famille, on se dit, c'est privé, c'est pour nous, c'est dans notre cadre, c'est l'intimité. Alors que des fois, finalement, il y a certaines images qui, moi, m'ont beaucoup touché, quoi. Des fois, sur un revers, sur un trait, sur un regard, comme ça, alors que c'est pas ma vie à moi, c'est quelque chose qui m'est totalement distant, mais finalement, je vois quelque chose qui résonne, quoi. Et je pense que y a aussi quelque chose de cet ordre-là qui est important dans la sauvegarde, justement, de tout ce patrimoine, de toute cette mémoire. Il y a aussi le fait que dans les films d'amateurs, souvent on pense qu'ils ne sont pas, qu'il n'y a pas de préparation, quoi, hein. C'est-à-dire qu'ils sont filmés et puis ils sont dans la bobine et puis basta, quoi, hein. Mais en fait, moi j'ai eu dans mon entourage des personnes qui filmaient et quand même il y avait déjà le choix des sujets, le choix de la fête, le choix, hein, que ce soit... Donc c'était quand même toujours des créations, en fait, oui. Hein. C'est pas justement filmer quand il ne se passe rien. C'est quand même... Hein, quand il ne se passe rien, c'est aussi sur le film. Hein, et il y a des choses qui n'étaient pas intentionnelles. Hein. Après, voilà, mais par contre, au départ, on se balade pas tout le temps avec sa caméra, quoi, hein, et on la sort à un moment donné où il y a un événement, où on sait qu'on va se balader, enfin des choses comme ça, et c'est quand même important aussi, parce que parfois ce qui nous touche, c'est aussi parce qu'il y a l'intention qui est faite,
et qui nous renvoie à des intentions que nous avons aussi, quoi, hein, dans une perspective de pensée, quoi. Hein, c'est tout à fait vrai parce qu'il y a plusieurs cas de figure, il y a plusieurs types de perspectives. Par exemple, comme dans les images qu'on a vues, il y a celle de ce monsieur parlant de Mulhouse, là, et quand on voit les intertitres aussi, on voit que c'est cadré, on sent que la personne a déjà quand même un petit peu de maîtrise. Donc après, c'est vrai que c'est ça aussi qui est intéressant au niveau du cinéma amateur, du film amateur, c'est déjà comment on qualifie ça, parce que c'est quelque chose qui n'est pas complètement segmenté de manière stricte. Parce que par exemple, souvent, quand on essaie de définir le film amateur, on pourrait dire que c'est un film qui est fait sans parti pris artistique. Et c'est ça, parce qu'il peut y avoir des fois des personnes qui partent avec un vadrouille avec leur caméra, on ne sait jamais, des fois que quelque chose surgisse, le miracle ou l'accident, sait-on jamais. Et puis des fois, voilà, selon l'occasion, parce que vous avez le mariage de votre belle-sœur, ou que sais-je encore, et c'est là aussi qu'on peut capter quelque chose où là on est prêt, ou peut-être que des fois on a fait des repérages sans savoir, ou ce type de choses qui des fois fait que, même si on n'a pas voulu précisément capter quelque chose, il y a quelque chose qui est de l'ordre du ressenti, quelque chose de l'intuition, comme ça, on ne sait pas, mais on a quand même fait quelque chose. Puis on voit, par exemple, ce film où la personne qui filme a mis donc ce filtre déformant, quoi, hein. On voit bien que là, il veut donner à voir un jeu, hein, comme ça, de modification de la réalité, quoi, hein. Et a priori par humour, pour faire... Voilà, parce qu'après, on peut... faire peur, pour faire rigoler les enfants. Et donc, cette intention, on voit que selon justement le mouvement de cette lentille, les enfants sont très surpris, quoi, hein. Il y en a un, à un moment donné, ils ne pensaient pas on a l'impression qu'ils ne s'attendaient pas à ce qui est sur le film, quoi, hein. Et donc ça, c'est aussi... c'est touchant, ça, de voir... C'est parce que déjà, simplement, moi, quand je vois ça, moi j'ai beaucoup aimé aussi cette série d'images, mais c'est qu'on voit des gens qui s'amusent, on voit des gens qui sont heureux quand on voit ça. Enfin, moi, j'entendais pas longtemps un cinéaste qui faisait un film, qu'il a fait, qui marche bien, et puis il disait une chose très bête, mais c'est souvent des choses très bêtes que tiennent de grandes choses, c'est qu'il disait, pour faire des films avec des gens que vous aimez, c'est tout simplement ça. Et des fois, quand on voit des gens, on part avec 5 copains, on a une caméra, attendez, on fait quelque chose. Mais pourquoi pas? Parce que, est-ce que c'est nécessaire forcément d'avoir fait une école de cinéma pour faire des films? Non, on a bien la preuve là. Et c'est ça aussi, ça n'empêche pas, tant que finalement, il y a une nécessité, tant qu'il y a un désir de faire les choses. C'est ça, en fait, avant tout. Ceci dit, il y a des gens qui sont doués et d'autres qui le sont moins. Ah oui, bah après, finalement, si on peut penser à Jacques Brel quand il parle du talent ou du génie, puis moi je crois pas, moi je pense qu'avant tout il y a une envie de faire quelque chose, et derrière il y a du travail, il y a de la sueur et du sang, et c'est justement ça qui paye le plus. Après, évidemment, il y en a, ils n'ont pas forcément, disons, une optique de postériorité à ce qu'ils filment, mais c'est ça qui est intéressant parce que ça peut être des gens des fois très talentueux qui ne le savent pas, et des fois des gens qui sont dans le sens inverse, quoi. Peut-être oui, juste Odile, une dernière question sur les formats. On a vu à peu près tous les formats là du coup, ou pas? On a vu donc les plus anciens, on a vu du 9.5 par exemple, Ugel dans les vignes, il a parlé de... Donc c'est un format qui apparaît, qui est un format français, qui est pâté, qui apparaît en 1922. Et puis après, vous avez cette éternelle guerre des formats qu'on retrouve dans toute l'histoire du cinéma. Après, donc vous avez Kodak qui lance le 8. Après, vous avez Pathé qui... non, encore les Américains qui vont lancer avec les Allemands le 16. Le Pathé, lui, va faire du 17.5. Donc, on fait avant du 17.5. Et donc, les Américains vont lancer le 16. Voilà. Et après, au moment après la crise de 29, où les gens avaient moins d'argent, etc., on a lancé le 8. Ça a été après. Donc 9.5, après c'était 16, après, non, j'y arriverai pas. 9.5, 17.5, 16, 8. Voilà. Et je parle pas ça c'est tous les formats amateurs, mais le format professionnel c'est 35 mm. Donc ça on en trouve extrêmement rarement. On en a trouvé, mais comme ça par hasard. Et ça c'est le format
professionnel depuis Edison pratiquement. C'était lui qui a fait Qui l'énorme se garde, enfin quand même, moi, les premiers que j'ai trouvés c'était des films lumière nitrate qui étaient dans une boîte à chaussures dans une annexe de ferme. Okay. Mais c'est ça, oui, qui est assez fou, c'est quand on voit comment ça peut traverser. Et ce qui est intéressant, justement, maintenant que tu en parles, c'est justement des fois de voir, je voyais notamment ça avec Charles Rambert quand il disait qu'on retrouve des fois des trésors, mais c'est pas parce qu'il y a eu quelqu'un qui a eu un éveil spontané de sa conscience, dire attention, il y a quelque chose. Non, en fait, en général, c'est parce que les gens, ils l'oublient au fond d'un placard pendant 80 ans, et puis un jour, on le retrouve par hasard. Voilà. C'est surtout ça. Donc, des fois, l'oubli peut avoir du bon. Ceci dit, les films nitrates dans la boîte à chaussures, on les a eus dans notre appartement pendant un bon moment, et alors qu'on savait très bien que s'auto-enflammait. Mais enfin. Mais il est vrai, surtout je pense qu'il faut toujours un peu des fous, des poètes, des inconscients, peut-être tout à la fois, parce que justement... Pour des amoureux. Bah, c'est aussi ça, ça fait des passionnés, parce que je pense toujours qu'il va de l'amour. Hein. Il y a toujours cette très belle photo que justement avait pris Denise Bellon, la grande photographe du XXe siècle, et qui avait photographié la baignoire d'Henri Langlois dans les années 30, et justement, cette fameuse photo remplie de pellicules comme ça. Et justement, il y a un très beau film de Chris Marker qui est ici dans notre vidéothèque qui s'appelle Le souvenir d'un avenir, qui avait déjà été projeté ici, présenté par Miessoin, et qui justement, le commentaire disait, voilà, elle a filmé le berceau de toutes les cinémathèques. Ce bassin. Oui, non, mais c'est... de la douche. Voilà, bien sûr, sur cette note rafraîchissante, nous allons vous remercier. Merci à Vidéo Les Beaux Jours aussi. Notre prochaine séance, là j'ai une petite anti-sèche qui aura lieu le 18 octobre à 19h, qui est Rose Noire d'Hélène Milano, qui est dans le cadre de notre programmation de Partager la vie. Très bonne soirée à tous.